Bien, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonjour. Merci d'avoir patienté jusqu'à la dernière conférence. C'est-à-dire que je pense que vous êtes morts de faim, surtout après la présentation qu'on vient de nous faire. Bon, écoutez, alors on m'a demandé, je vous dis tout de suite, d'être bref et d'être synthétique. Donc je vais essayer de l'être et donc de ne pas retarder plus que ça l'heure du déjeuner. Je m'appelle Dominique Waro, je suis médecin, personne n'est parfait. Et je travaille dans le monde de la thalassothérapie depuis déjà pas mal d'années. Et c'est un univers où j'ai rencontré des sujets très intéressants. Et c'est pour ça que Guillaume Baruc, que je remercie encore, m'a proposé de participer avec lui un petit peu au montage de cet événement et d'ajouter un petit peu nos compétences et nos réseaux pour arriver à réaliser cette... Moi, je lui ai répondu, j'y crois pas, ça marchera jamais. Mais Santé, ça n'intéresse personne. Et puis, c'est pas vrai, j'avais tort et je suis content de m'en rendre compte. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé en thalassothérapie, je continue encore à travailler dans cet univers-là, on en parlera cet après-midi, notamment, mais sur un plan beaucoup plus clinique, c'est-à-dire que par rapport à mes éminents confrères qui sont passés avant, mon discours sera beaucoup plus un discours de médecin, un discours moins biologique, moins scientifique, moins technique. Ah, je crois qu'il n'y a plus de batterie, plus de piles. Alors, le sujet, c'est la carence en iode. J'ai très souvent entendu dans mes consultations des patients me dire « Docteur, je suis fatigué, je dois manquer de calcium. Docteur, je suis fatigué, je dois manquer de fer. Docteur, je suis fatigué, je dois manquer de vitamine D. » Mais jamais j'ai entendu « Docteur, je dois manquer d'iode. » Et pourtant l'iode est un micronutriment qui fait partie des grandes carences majeures dans le monde avec le fer et la vitamine A. Ces carences vont se traduire évidemment par des problèmes d'ordre biologique, mais aussi d'ordre clinique chez les personnes. Plus près de chez nous, en Europe, 150 millions de personnes sont concernées par la carence en iode. Et en France, l'étude Suvimax, réalisée il y a quelques années déjà, a montré qu'un senior de plus de 55 ans sur 4 présentait une déficience en apport d'iode. L'iode est un de ces éléments qu'on trouve dans le tableau de Mendeleïev, les éléments constitutifs de notre univers. Ici, vous avez en vert foncé les éléments organiques, les éléments en rouge, les éléments minéraux, et là, les oligoéléments en vert clair, ce sont les 23 éléments constitutifs de l'organisme humain. Donc, ça veut dire que tout être humain contient dans sa constitution de l'iode. Cet iode est absolument indispensable à la vie, il n'y a pas de vie sans iode, et représente un stock d'environ 15 à 20 mg dans l'organisme humain, la moitié dans la thyroïde, l'autre moitié stockée dans divers tissus. Cet iode est d'origine alimentaire, dans nos régions, d'origine alimentaire, il va être transporté par le sang jusqu'au niveau de la thyroïde qui va transformer cet iode en hormones T3 et T4 qui elles-mêmes, selon leur taux, vont influencer l'hypophyse qui est la glande chef d'orchestre qui, elle, va entraîner la sécrétion d'une autre hormone qui va moduler et réguler la sécrétion de ces hormones thyroïdiennes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'iode ne sert qu'à une chose, l'iode sert à fabriquer des hormones thyroïdiennes. Par contre, les hormones thyroïdiennes sont impliquées dans l'intégralité, la totalité du métabolisme humain, notamment dans la croissance et le développement des tissus. Comment mesure-t-on la carence en iode? Par un examen qui est très simple à réaliser, ce qu'on appelle une iodurie, c'est-à-dire la mesure de la quantité d'iode dans les urines, notamment des urines de 24 heures. Et cette normale se situe aux alentours de 100 microgrammes pour 100 millilitres. Une enquête assez récente réalisée en France dans 4 provinces françaises, enquête Thyromobile, a montré que ce taux d'excrétion de l'iode urinaire était inférieur à 10 microgrammes chez 38% des écoliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux d'excrétion urinaire de l'iode est exactement proportionnel à la quantité de produits iodés que l'on a consommés de manière alimentaire. Ça veut dire que près de 40% des écoliers français sont carencés en apport iodé. L'enquête Suvimax, elle, qui portait chez des adultes, a montré que l'excrétion moyenne quotidienne d'iode était de 8,5 microgrammes pour 100 millilitres, c'est-à-dire qu'on est très loin de la normale de l'excrétion iodée dans une bonne partie de la population française. Alors, quelles sont les sources d'iode? Où est-ce qu'on peut trouver de l'iode alimentaire? Quand on ne mange pas des algues. Ici, vous avez les taux de concentration d'iode apportés par les algues alimentaires, par kilogramme de matière sèche. Là, vous avez la quantité apportée par le sel iodé. Attention, tous les sels ne sont pas iodés. Ce qui correspond ici environ à 1,5 microgramme par pincée de sel.
non, pardon, à 15 microgrammes par pincée de sel. Donc ça veut dire que pour 5 grammes de sel consommé quotidiennement, on arrive à sel iodé, on arrive à un apport de 75 microgrammes par jour. L'huile de foie de morue, les poissons et les crustacés. Et pour les personnes qui ne mangent ni poisson, ni crustacés, ni huile de foie de morue, etc., il ne reste plus que les viandes, les œufs, les laitages, les céréales et les légumes pour trouver des apports iodés dans l'alimentation. Et c'est pour ça qu'il existe effectivement des carences en iode dans l'alimentation humaine en France, comme dans d'autres pays, bien évidemment. Alors, quels sont les besoins quotidiens? Comme vous voyez sur ce tableau, il y a des variantes entre l'Europe et les États-Unis. C'est de manière croissante en fonction de l'âge, de 90 microgrammes par jour à 200 microgrammes chez les femmes allaitantes et chez les femmes enceintes en Europe. Un peu moins ou pratiquement pareil aux États-Unis. Alors, quelles sont les raisons en cause dans ces carences d'apports nutriments? Bien sûr, le niveau socio-économique. Quand on ne mange pas de poisson, pas de crustacés, très peu de viande, pas d'algues, pas d'huile de foie de morue, il y a quasiment zéro apport iodé ou très peu d'apport iodé, surtout quand c'est pour des raisons effectivement de cherté des produits. Ensuite, après la transpiration, les études réalisées chez les sportifs ont montré que les déperditions d'iode sont très importantes liées à la transpiration. L'alimentation, chez les sujets exclusivement végétariens qui ne consomment pas d'algues alimentaires, il y a des carences en iode qui sont avérées. Au passage, l'algue, et je parle sous le contrôle de Yannick Laura, l'algue est, à mon avis, à ma connaissance, le seul végétal qui contient de la vitamine B12, donc vitamine B12 indispensable à la fabrication des globules rouges. Or, chez les végétariens exclusifs qui ne mangent pas du tout de viande et qui ne mangeraient pas d'algues alimentaires, il y a des risques aussi de carence en vitamine B12. Région d'habitat, vous avez certainement tous entendu parler du crétinisme des Alpes, qui est un mot crétin qui veut dire arriéré mental, qui était d'ailleurs, je crois, créé par Diderot, donc il y a très longtemps, lors de la création de son encyclopédie. Arriéré mental, quand au début du XXe siècle, le canton suisse de Vaud, Vaud VAUD, s'est rendu compte que 10% de sa population présentait un taux d'arriération mentale important et a compris que c'était lié justement à la carence en apport iodé dans l'alimentation. Facteur aggravant de la carence en iode, la consommation alimentaire excessive d'aliments dits goitrigènes, c'est-à-dire qui favorisent l'apparition de goitres, comme les crucifères, vous avez quelques exemples sur la photo, mais aussi dans les pays d'Afrique, le manioc, le millet, le soja aussi, vont entraîner une inhibition de la captation de l'iode par la thyroïde, notamment par des dérivés qu'on appelle des thiocyanates. Ne retenez pas ce mot, ça n'a pas d'importance. Sachez simplement que plus on mange de soja et moins on mange d'aliments iodés, plus on favorise, on aggrave les risques de carence en iode. Le tabac aussi est un facteur aggravant de la carence en iode. Il suffit simplement, alors, tout simplement, il suffit d'augmenter, je ne sais pas si je l'ai marqué, non, je ne l'ai pas marqué, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus manger de soja, ça veut dire que quand on mange du soja, en bonne quantité, il faut manger encore plus de produits iodés à côté pour compenser le frein entraîné par les thiocyanates dans la captation de l'iode par la thyroïde. Sur le plan biologique, la traduction de la carence en iode se fait bien sûr par une diminution de la synthèse des hormones thyroïdiennes qui va donc déboucher sur, le plus souvent, une hypothyroïdie. Dans mes consultations de médecine, j'ai souvent entendu parler de goitres d'hypothyroïdie liés à Tchernobyl. Je crois beaucoup plus que la carence en iode était un facteur important de ces hypothyroïdies, de ces goitres, plus que Tchernobyl lui-même. Conséquences, chez le fœtus, c'est-à-dire pendant la vie fœtale, donc pendant la grossesse, avortement, augmentation de la mortalité périnatale, retard de développement, crétinisme endémique. Donc c'est gravissime. C'est gravissime. Je me souviens d'un pédiatre français qui s'appelle Michel Audante qui reportait d'une analyse danoise qui montrait que la non-consommation de produits marins chez les femmes enceintes ou chez les femmes en âge de procréer se traduisait par une proportion plus importante d'enfants présentant des retards de développement ou des retards de croissance in utero. Chez le nouveau-né, petit poids de naissance, goitre, hypothyroïdie. Chez l'enfant et l'adolescent, retard de développement physique et mental. Et enfin, chez l'adulte, goitre, hypothyroïdie, retard mental, hyperthyroïdie éventuellement. C'est moins catastrophique chez l'adulte parce qu'on peut compenser, rattraper le retard. Mais là, dans le cas de la vie fœtale du nouveau-né, voire de l'enfant, c'est définitif et c'est trop tard. Alors, tenez-vous bien, des études françaises notamment, mais internationales aussi, réalisées sur la carence,
légères en apériodée pendant la grossesse ont montré que chez les nouveau-nés, la fréquence augmentée de déficit de la vision, de l'audition, de la motricité et des capacités de perception. Et chez les enfants de 8 à 10 ans, hyperactivité, déficit de l'attention, diminution significative du QI global, retard du développement physique. Il y a quelques années, nous avions, avec le CEVA justement, et d'autres partenaires, tenté de sensibiliser les populations à ce problème de santé publique autour de la carence en iode. Et on avait essayé de monter avec les thalassothérapies une campagne de sensibilisation sur la carence en iode. Et malheureusement, les établissements de thalassothérapie, qui sont pourtant les mieux placés pour ça, n'ont pas estimé utile de jouer le jeu et l'opération a tourné court, ce qui est bien dommage. Et surtout qu'à cette époque-là, je me souviens d'avoir lu dans un journal très, très sérieux, Le Moniteur du pharmacien, une proposition qui était à l'étude au niveau des instances gouvernementales, à savoir de mettre en place une supplémentation obligatoire en iode des femmes enceintes. Et puis ça n'a jamais été fait. Donc aujourd'hui, il est clairement établi que les troubles d'hyperactivité, de l'attention, de baisse du QI chez l'enfant peuvent tout à fait être liés à des carences en iode pendant la grossesse. Alors là, c'est directement à vous, mesdemoiselles, qui êtes en âge d'avoir des enfants, qui en auront certainement. Surtout, ne vous privez pas de produits alimentaires issus de la mer, pas seulement les algues, vous allez le voir, pour justement permettre de réduire le risque de mettre au monde des enfants ayant des retards de croissance, de développement, de maturité. Alors, chez l'adulte, ça c'est la consultation de médecine générale la plus fréquente. Docteur, j'ai froid tout le temps, j'arrive pas à me réchauffer. Docteur, je prends du poids, j'arrive pas à le perdre. Docteur, je suis fatigué et les vitamines C, ça me fait plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je réponds, je vais vous faire rire, mais je réponds, mangez des moules. Je me souviens du professeur Henri Joyeux disant à une conférence comme ça sur Mère et Santé, disant qu'il avait une patiente souffrant justement d'hypothyroïdie et de goitre à qui il avait conseillé d'augmenter sa consommation de crustacés et il avait réglé le problème chez elle simplement avec des conseils alimentaires en évitant toute médication. Donc si vous avez plus de 55 ans, que vous présentez un tableau associant frilosité, prise de poids, fatigabilité, pensez à la consommation de produits de la mer, notamment de produits de la mer riches en iode. Alors, la surcharge en iode, vous allez me dire, parce que là, on a parlé de quantité quotidienne de 120 à 200 microgrammes par jour d'iode, mais est-ce que je ne risque pas, si j'en prends trop de l'iode, parce que je vais manger des algues ou du poisson, etc., qu'est-ce que je risque? La surcharge commence à partir de 400 microgrammes par jour et jusqu'à 2000 microgrammes par jour. À 2000 microgrammes par jour, ce qui fait vraiment beaucoup, il y a un mécanisme qui se met en place au niveau de la thyroïde qui va bloquer la captation de l'iode pour protéger la thyroïde. Et si on continue à manger effectivement beaucoup d'algues ou beaucoup de compléments nutritionnels enrichis en iode, on va risquer d'avoir des problèmes. Ces problèmes ont été surtout reportés pour les surcharges iodées alimentaires au Japon et en Corée. En France comme en Europe de l'Ouest, les seuls cas de surcharge en iode sont des cas liés à la consommation de certains médicaments ou de produits destinés à la pharmacologie. Ce médicament s'appelle l'amiodarone, c'est un médicament qui sert à traiter les troubles du rythme cardiaque, mais c'est aussi les produits d'injection, les produits de contraste. Sinon, il n'y a jamais eu de cas observé en France de surcharge iodée par la consommation d'algues ou de poissons ou d'huile de foie de morue. Alors, autre bonne nouvelle, l'allergie à l'iode n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'allergie aux crustacés, mais l'allergie n'est pas du tout liée à l'iode, ce n'est pas l'iode qui est responsable, c'est un faux coupable. Dans l'allergie aux crustacés, aux fruits de mer, aux poissons marins, l'allergie est en rapport avec une protéine spécifique. Dans les produits pharmaceutiques, comme les produits de contraste qu'on utilise en radiologie, là c'est pareil, il y a de l'iode dans le produit, mais ce n'est pas l'iode qui déclenche l'allergie, c'est une molécule chimique située combinée à l'iode qui déclenche l'allergie. Mais mes confrères et moi, nous sommes un peu fainéants, et donc pour simplifier les choses, on a raconté à nos patients qu'ils étaient allergiques à l'iode. Souvent, il s'agit même d'intolérance plus que d'allergie vraie, puisque les gens j'ai entendu dans mes consultations des patients me dire « j'ai fait une allergie à l'iode en mangeant des coquillages, et puis il y a 2 ans, j'en ai remangé, j'ai rien eu ». Donc quand on est allergique, on le reste en général. Donc si on remange des coquillages et qu'on n'a plus d'allergie, c'est qu'on n'a pas été allergique du tout. C'était simplement une intolérance en général par excès de consommation. Alors, où est-ce qu'on va trouver de l'iode? On va en trouver déjà dans
les poissons marins. Alors, le plus riche en iode serait l'aigle fin, ensuite après la morue, les langoustines, les coquillages et les épinards ici. Donc là, on est dans des produits marins, là, on est dans des produits continentaux. Épinards, lard, œufs, fromage. Donc vous imaginez bien que si vous ne mangez pas du tout de produits de la mer, vous n'avez plus que ces petites sources en iode alimentaire pour pouvoir contribuer aux apports nécessaires. Comparativement ici, l'aigle fin, l'huile de foie de morue et les œufs. Voilà le tableau comparatif. Je n'ai pas mis les algues sur ce tableau. Pourquoi? Parce que si j'avais mis les algues, le diagramme serait monté là-haut sur le plafond, aurait fait le tour, vu la quantité qu'il y a dans les algues. Alors, là, j'allais parler des algues, mais Yannick Lerat, avant moi, en a tellement bien parlé, et comme on est tous fins, donc on va arrêter là, et je ne vais pas reparler moins bien que lui de tout ce qu'il a dit sur les algues. Simplement, je pourrais, comme lui, regretter qu'on n'ait pas encore d'algues fraîches destinées à la consommation. Je vais, comme lui, regretter que dans des établissements dits de thalassothérapie, sur les tables des restaurants, il y ait très peu d'algues proposées à la consommation, voire de manière purement décorative, mais qu'on n'est pas obligé de manger des algues de manière, je dirais, comme des saladiers, je dirais, dans grosse quantité, pour avoir les apports recommandés. Une pincée d'algues en paillettes permet d'apporter la plupart du temps, en variant les sources, permet d'apporter la plupart du temps les apports quotidiens recommandés en oligo-éléments, sels minéraux et vitamines. Ceci dit, la consommation aussi des poissons est une source intéressante. Alors lesquels de poissons? Très rapidement. Parce que poissons sauvages, poissons d'élevage, poissons bio, poissons ci, poissons là, etc. Aujourd'hui, le conseil tourne plutôt autour des petits poissons gras, c'est-à-dire la sardine, le hareng, le maquereau, et d'éviter les gros poissons benthiques, c'est-à-dire qui chassent au fond, les gros poissons âgés qui sont plus chargés en métaux lourds que les petits poissons de surface. Voilà. Merci pour votre attention et j'espère que vous mangerez donc plus de produits de la mer à partir d'aujourd'hui.